sans plus tarder, merci d'accueillir Guillaume Pépy, président de la SNCF, que l'on peut applaudir. Au centre. Là, ici, voilà. Super. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonsoir Guillaume, merci d'être avec nous. Week-end chargé, j'imagine, à quelques jours de la fin de votre... Ça c'est léger, ça c'est fin. Voilà, ça c'est fin. Quelques jours de la fin de votre présidence. Oui, ça c'est fin aussi. J'en profite, je mets en Alors en une troisième. Parlons, juste un petit mot de décryptage sur l'actualité là. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours? Non, j'ai déjà fait BFM TV, j'ai déjà fait France Info, j'ai déjà fait RTL, j'ai déjà fait Le Parisien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Que je suis désolé pour tous les clients qui sont dans la salle. Voilà. Eh bien, voilà. Je crois que c'est... Voilà. Eh bien, très bien, voilà. Allez, démarrons. Alors parlons justement digital, parce que vous êtes là pour ça ce soir, et c'est vrai que avec la SNCF, vous êtes au cœur de cette accélération digitale. On le voit avec le site Voyage SNCF qui s'est transformé aujourd'hui en Oui SNCF, c'est l'un des premiers sites marchands en France. Vous avez le digital dans les trains, la connectivité, tous les contrôleurs qui ont été équipés de mobiles, ça aussi c'était l'une des grandes innovations et vous avez été parmi les premiers, les grandes entreprises à équiper des personnes de terrain avec des mobiles. Il y a le digital dans les gares, il y a le digital dans vos équipes aussi au sein du siège, le digital au cœur de votre informatique. Tout cela, vous avez dû tenir compte des clients qui sont de plus en plus exigeants, de plus en plus mobiles, de plus en plus connectés. Comment vous pourriez, après ces 10 ans, quel est le premier bilan digital que vous pourriez nous donner autour de la SNCF ? Bon, c'est difficile parce que c'est une assemblée de gens compétents et de gens qui sont engagés. Donc moi, je n'ai pas de leçon à donner, c'est plutôt du témoignage. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est que... au fond, cette transformation numérique, elle fait largement place quand on parle des dirigeants, puisque le sujet, c'est où sont les PDG. Elle fait largement place à l'intuition et à la prise de risque. En 2000, quand on lance voyagesncf.com, c'est l'année de l'installation de Google en France, et honnêtement, on ne sent pas très très bien ce que c'est. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire, et on se dit... Si une entreprise comme la SNCF n'est pas capable de basculer dans cet univers-là de la vente de billets sur Internet, probablement on risque de manquer quelque chose. Et puis en 2014, on ne parle pas encore de CDO, mais on se rend compte que notre organisation ne porte pas le poids futur du digital, et on se dit on va nommer un type, en l'occurrence Yves Tirode, chargé de ça. Entre-temps, il est parti chez BPCE Natexis, et il essuie les plâtres d'une nouvelle fonction dans l'entreprise, avec les joies et les malheurs de ce que ça représente. Et puis après, j'ai bien aimé votre exposé, Madame Semedo. Après, on se rend compte que la boîte est couverte de POC, couverte d'expérimentation, couverte de prototypes, et que ça ne change en gros pas grand-chose, mis à part la joie des collaborateurs de se prendre pour Bill Gates dans leur garage. Et on se dit, il faut industrialiser. Et puis aujourd'hui, on est dans une dernière phase, ou enfin dans la phase actuelle, elle est plutôt autour d'eux, mais le sujet, il est vraiment culturel et managérial, et c'est plutôt nous qui devons changer, plutôt que d'afficher des centaines de millions ou d'afficher des programmes sur 18 mois pour faire chic. Et on se dit, c'est vraiment dans nos pratiques managériales, dans nos process, dans nos organisations que se trouve la clé de l'accélération digitale. Et en disant ça, objectivement, ce n'est pas une bonne nouvelle, parce que c'est de plus en plus dur, et c'est de plus en plus dur pour les grands groupes, évidemment. On se rêve tous d'un groupe agile, entre guillemets, et on s'aperçoit de la réalité de ce que nous sommes, à savoir que nous sommes, nous, assez généralement, pour des tas de raisons, nous-mêmes, des obstacles ou des ralentisseurs au changement, même si on prétend, les PDG, être d'incroyables visionnaires, des accélérateurs extraordinaires, et d'avoir tout compris avant tout le monde. Et alors justement, si on revient sur cette culture, comment vous avez fait pour embarquer justement vos collaborateurs avec tous ces profils, on ne va pas refaire tous les métiers de la SNCF, mais il y en a vraiment des dizaines et des dizaines, voilà, qu'il fallait embarquer dans cette culture digitale, leur insuffler un peu cet esprit. Et puis digital, c'est de la techno, mais
pas que, c'est des nouvelles méthodes de travail, des organisations qu'il faut revoir, voilà, une nouvelle façon de penser. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé, enfin, il y a des choses positives et il y a des échecs. Dans les choses positives, on en a tous vécu, c'est de temps en temps des équipes qui sont face à un vrai défi client ou un vrai défi industriel et qui travaillent de façon libre, parce qu'elles sont bien managées, qui travaillent de façon horizontale et qui travaillent avec de la liberté. Et à ce moment-là, elles créent des trucs formidables. Par exemple, un logiciel qui permet à des personnels qui ont des tableaux de service de s'échanger des temps de travail en fonction de leurs contraintes personnelles, dans le respect de la sécurité, mais qui apporte un vrai plus en termes d'efficacité, de productivité à l'entreprise. Et on sait que ce genre de logiciel, si on le prend en haut, et pour 150 000 personnes, c'est un projet de 5 ans avec une chance sur 2 d'échouer et des dizaines de millions à la clé. Donc quand c'est pris tout d'un coup en opérationnel proche de la vie des gens, ces logiciels, au fond, ils sont beaucoup plus efficaces. Ou des gens qui sont capables, parce qu'ils ont des métiers où il y a besoin de traçabilité, de s'inventer des logiciels qui leur facilitent la vie, qui leur facilitent le reporting, sans les inconvénients des gigantesques systèmes ERP. Donc ça, c'est les trucs formidables. Et certaines fois, on arrive même à prendre ces briques pour se dire, tiens, c'est tellement génial qu'on va en faire un système d'entreprise. Donc, mais il faut le protéger dans sa simplicité. Et puis, les difficultés qu'on a éprouvées, mais je pense que tout le monde les a ressenties dans la salle, c'est que pendant toute une période, on a vécu avec un digital qui était en marge de l'IT et en marge du reste de l'entreprise. Alors c'était sympa parce que c'était un peu les flibustiers, c'était les gens qui avaient de l'avance, mais on s'est aperçu au bout d'un certain temps que le surnom à la cantine, c'était que ces gens-là, c'était jemlapète.com et que ces gens-là étaient considérés par le reste de l'entreprise comme à la mode, des gens qui certainement créaient de la valeur, mais qui n'étaient pas sur les vrais sujets, et que les réputés archaïques, le reste de la boîte, c'est-à-dire 95% de la boîte, était en réalité extrêmement mal à l'aise d'être relégués dans l'ancien monde et d'être considérés comme des empêcheurs de digitaliser en rond. Et donc il a fallu qu'on réconcilie ces deux morceaux de l'entreprise, et c'est très difficile. Les cultures ne sont pas les mêmes, et en plus, quand on s'est aperçu qu'à chaque fois qu'on essayait de marier le legacy et les briques digitales, c'était d'une complexité inouïe, parce que les briques digitales, elles étaient formidables mais limitées, et le legacy, il gérait tous les problèmes de la boîte dans une chaîne cohérente. Là, on a vraiment été embêtés. L'autre difficulté que je voudrais mentionner, que j'ai notée, c'est au fond la question je dirais du lâcher-prise. C'est-à-dire que, au fond, le digital ne répond pas à ce que sont les programmes de transformation des grandes entreprises qui adorent faire des grands plans, les allotir, mettre des timelines très importantes, montrer la cohérence d'ensemble, faire en sorte que les briques sont séparées les unes des autres. Au fond, la créativité qu'il y a dans la transformation digitale répond mal à la culture des très grosses entreprises, qui est une culture de programme, qui est une culture de gestion de méga-projets dans le temps, avec des équipes lourdes, etc. Donc c'est vrai qu'on a eu pas mal de déconvenues à essayer de plaquer nos systèmes de grandes entreprises sur de la transformation digitale, avec pas mal de projets digitaux qui sont tombés au tapis, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de lumière, suffisamment de vent, suffisamment de soleil, suffisamment de place pour se développer et croître. Et puis dans les choses aussi qui nous ont perturbés, c'est le temps du digital versus le temps industriel des boîtes. Pour toutes les entreprises qui sont dans la salle et qui sont des entreprises industrielles, le temps industriel, il est forcément lié au rythme des investissements, au cycle des investissements. Et puis on vient là-dessus essayer d'accélérer les choses avec des projets qui ont des durées de vie courtes, durée de genèse courte, et puis ensuite des durées de vie courtes, car au bout de 2-3 ans, il faut changer de projet, il faut changer d'angle. Donc là, la conciliation des temps nous a paru très très difficile, et c'est
maintenant qu'on commence à essayer de marier profondément une culture digitale et la culture industrielle. Et moi, si je crois à quelque chose, c'est à ce mariage des cultures et à la transformation du management qui va permettre de réconcilier tout le monde. Alors, vous avez eu, comme dans les autres entreprises, des réfractaires aussi, ou des gens qui veulent y aller moins vite, parce que vous le disiez tout à l'heure, ils ne voyaient pas tout de suite l'efficacité du numérique par rapport à leur métier traditionnel. Comment on fait justement pour leur dire, si, vous savez, il faut y aller, ça peut prendre du temps, mais voilà, réussir à sauter un peu ce pas de ces réfractaires, les embarquer aussi avec vous? Alors, c'est vrai... L'autre jour, je réunissais un groupe d'une trentaine de personnes auxquelles je posais la question comment on peut faire la transmission des compétences numériques dans la boîte. Parce que j'observais qu'il y avait une sorte de courbe de Gauss. Il y avait 20-25% de la boîte qui était totalement embarquée par le digital et qui en faisait un outil de carrière. 40 ou 50% des gens qui se disaient mais au fond, c'est un mal nécessaire et donc je vais monter à bord, mais bon, voilà, je monte à bord plus par devoir que par passion. Et puis qu'il y avait encore 15-20% de la boîte qui avait honte, et c'est ça le mot qui est sorti, de ne pas être à bord et qui, presque comme dans l'illettrisme, se cachait d'être aussi peu embarqué par le digital et qui masquait sa méconnaissance, son manque d'envie, essayer de dissimuler comme si c'était une tare dans les entreprises. Et donc on a essayé de bosser sur, au fond, comment est-ce qu'on peut rattraper ces gens-là. Et la conclusion de ce groupe, c'était en gros très simple, hein, comme souvent quand on interroge les gens qui vivent les trucs, c'était de dire, écoutez, pour les gens qui sont peu ou prou à l'écart de la transformation digitale, la seule chose qui compte, ça va être l'humain. Ça va être la capacité qu'on a à mettre à leur côté des bénévoles, des gens de la boîte, des bénévoles de la boîte, des collègues qui sont en partage ou en tutorat, des gens qui font presque dans un état d'esprit de fondation, qui font du mécénat de compétences et qui vont en gros aller se mettre à côté, qui vont parler de tas de choses, du métier, de la pratique, etc. Et puis qui vont aborder le sujet du digital presque par accident à propos des outils pour savoir comment la personne s'en sert, pour s'apercevoir que la personne s'en sert mal ou s'en sert peu, ou évite ou a des comportements d'évitement. Et donc au fond, plus les gens ont du mal avec le digital, moins, c'est la réponse du terrain, hein, moins il faut se donner comme ambition de les former au digital, de les envoyer ailleurs, en gros de les envoyer en redressement, quoi, en redressement digital. Et plus il faut accepter que ces gens-là, c'est d'abord dans leur identité de salarié et de métier qu'il faut les amener à considérer le digital. Le mot est déjà fait peur. Il faut les amener à considérer que c'est une ressource. Donc c'est un truc assez délicat parce qu'on a vraiment le sentiment qu'on a des gens aujourd'hui qui sont en évitement. Et ça peut être des cadres en plus. Alors vous en avez cité quelques-unes, mais si vous pouvez nous donner quelques exemples des réussites que vous avez eues au cours en faisant ce bilan digital. Et puis un mot aussi sur cet esprit du digital. Souvent on le dit, on apprend beaucoup de ces échecs. Est-ce que là aussi vous avez deux, trois, ou un exemple à nous citer? Sur les réussites, je pense que le truc qu'on a là encore décidé, mais presque par accident, et que beaucoup d'autres entreprises ont décidé, hein, Orange avait fait le même choix que nous à la même époque, c'était de se dire, commençons par franchir le pas du device. Considérons que dans une boîte de 140 000 personnes, il faut 140 000 devices. Pas tous les mêmes, mais il faut 140 000 devices, parce qu'au fond, les gens en ont 2 ou 3 à la maison. Et souvent, dans l'entreprise, ils n'ont pas un device à la hauteur de ce qu'ils ont à la maison. Et comme par hasard, ils ont un device pourri de génération ancienne, alors qu'à la maison, ils ont un gamin ou ils ont eux-mêmes. Bon, donc, commençons par donner. Et admettons l'usage personnel, tout de suite. Les photos, les trucs, tout ça est le bienvenu, parce qu'au fond, si on veut que le device devienne l'ami
du salarié, l'ami du manager, admettons que tous ces usages personnels ont du sens. Donc, ne commençons pas par brider, ne commençons pas par empêcher. Ensuite, le deuxième réflexe qu'on a eu, c'est que très souvent dans nos entreprises, je ne sais pas si vous le ressentez de la même façon, c'est la connectivité qui est un problème. C'est que la connectivité n'est pas du tout à la hauteur de l'outil. Et la connectivité, elle devient aujourd'hui une galère avec les précautions qui sont prises et qui font que statistiquement, quand on regarde les salariés essayer de naviguer sur les systèmes, mais entre les codes, les non accessibles, les autorisations, les habilitations, tout ce qui est en réalité protégé à différents niveaux, leur liberté est loin d'être totale. Et elle est de moins en moins évidente. Donc on s'est reposé des questions de connectivité pour essayer de concilier cybersécurité et capacité des salariés à aller chercher des applis, des systèmes là où ils le souhaitent. Et franchement, on n'a pas forcément très bien réussi. Mais la mise à bord de tous les salariés nous a paru être le premier succès. Je dirais un autre succès, c'est l'école du numérique. C'est de se dire que si on veut vraiment que les gens se sentent motivés, il faut que tous les lieux de l'entreprise, qui sont des lieux d'apprentissage, des lieux où on touche le digital, des lieux où on s'ouvre sur l'extérieur sur le digital, tous ces lieux-là soient mis en réseau pour que les salariés sentent qu'il y a un gigantesque écosystème digital dans la boîte qui leur est juste ouvert. Et pas des filières verticales où on leur dit « toi, tu es dans telle position, et donc voilà exactement, on a fait un programme pour toi, et les autres programmes, c'est pour les autres ». Donc la capacité à naviguer pour les gens dans les différents systèmes qui constituent l'énorme école du numérique. Et puis enfin, on a fait des lieux, ça c'est beaucoup plus banal, qu'on a appelé 574, qui sont des lieux d'expertise, mais qui sont surtout ouverts à tous les salariés. Et donc, ça permet à des salariés qui ont de la réticence ou qui ont des envies d'aller rencontrer les équipes digitales d'une façon beaucoup plus ouverte que les rencontres interservices dans le reste des boîtes. Donc, c'est des trucs, mais l'objectif, je pense que c'est toujours de déverrouiller, d'ouvrir et de faire en sorte que la culture de l'entreprise accepte véritablement d'abaisser les barrières, d'être beaucoup plus transversale, et pas seulement dans le discours du dirigeant. Parce que moi, ce que j'observe, c'est qu'au niveau des PDG, on a tous un discours cachère. Je ne connais pas un PDG qui n'ait pas un discours cachère sur la transformation numérique. On a tous appris à avoir un discours cachère, on a répété, on nous a dit ce qu'il fallait dire, on est imbattable sur le discours de la transformation numérique. Le sujet, c'est le réel. Alors, justement, le réel, comme disent l'autre, le réel frotte. Le réel frotte très fort. Et alors, justement, votre successeur arrive bientôt, Jean-Pierre Faradou. C'est quoi les enjeux pour lui? Quels sont un peu les chantiers dans le domaine du numérique qu'il a encore à travailler, qu'il faut encore travailler? Il a tout à faire. Mon bilan est désastreux. Et étant donné que c'est un ami, il va pouvoir dire que le bilan est désastreux sans qu'on soit du tout fâché. Et je lui ai conseillé de dire que le bilan était désastreux, qu'il trouvait une boîte dans un état lamentable et qu'heureusement il était arrivé. Donc ça fait partie des règles du nouveau dirigeant. Je l'ai fait moi-même, hein, rassurez-vous. Je l'ai fait moi-même. Je pense que dans les enjeux assez compliqués qu'il y a, je pense qu'il y a l'enjeu de réconcilier la dimension technologique et l'usage facile. Nous, quand on regarde concrètement, on a un taux d'utilisation des fonctionnalités de nos systèmes qui est très bas. Et pourtant, on a mis une énergie de dingue à trouver des systèmes qui sont exhaustifs, qui répondent à l'ensemble des situations, qui constituent des chaînes cohérentes dans le métier. Et quand on regarde ce que les gens utilisent vraiment, il y a des courbes terrifiantes, quoi. Ils utilisent fréquemment 30 ou 40% de ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'en gros, 60% du projet est utilisé 3% du temps. Donc, comment on peut réconcilier l'approche industrielle et technologique des projets digitaux avec l'usage facile? Pourtant, on aurait dû apprendre avec
les smartphones et les apps que quand on n'utilise pas intuitivement le premier usage tel ou tel truc, c'est mort et que ça sert à rien de continuer. Mais pourtant, on continue à avoir une vision exhaustive, systémique du système digital. Donc là, je pense que c'est un chantier. Je pense que le deuxième chantier, ça va être beaucoup réconcilier les gens avec l'intelligence artificielle qui est apparue pour beaucoup de salariés comme une menace absolument, mais alors horrible quoi. Le mot est horrible. Parce que qu'est-ce qui nous reste à nous humains? L'intelligence. Eh ben, manque de bol, c'est raté. Il y a un mec qui a inventé l'intelligence artificielle. Sous-entendu, toi qui as une valeur ajoutée dans l'entreprise, c'est ton intelligence des situations, mais non, la machine va finir par le faire. Et nous, dans nos métiers de service, au fond, les gens se disent, mais mon expérience, elle va être modélisée, et en réalité, mon expérience, sa valeur va disparaître. Et les gens sont très inquiets, surtout des gens qui sont dans des tâches de conception, dans des tâches d'optimisation, du fait qu'ils se disent, mais mon métier, en fait, probablement n'a pas d'avenir. Et donc, je pense qu'il faut qu'on arrive d'abord à changer de terme. Moi, je dis plutôt intelligence augmentée, c'est-à-dire augmenter des datas disponibles, augmenter des algorithmes, augmenter de tout ça, mais l'intelligence, c'est quand même l'humain qui va déjà la mettre dans la machine et dans la conception et dans le logiciel. Donc essayer d'avoir un vocabulaire moins traumatisant et essayer de réconcilier les gens avec ce qui se passe devant nous. Et puis le troisième enjeu, il est difficile, c'est que le digital industriel, dans les métiers industriels qu'on fait tous, c'est sans limite. C'est vertigineux. C'est vertigineux de se dire combien le prédictif est en train de nous faire gagner des productivités à 2 chiffres ou à 3 chiffres. C'est vertigineux de se dire combien la robotisation va apporter à des tâches qui sont encore des tâches humaines. C'est vertigineux, et puis on prend toute la suite. L'usage des drones dans tous les secteurs de la société pour effectuer toutes sortes de tâches est vertigineux. Donc voilà, ça, c'est à la fois excitant, parce que la productivité industrielle est décuplée, et en même temps, ça pose une question qui est les compétences derrière. Moi, je suis convaincu, je termine juste par là, qu'il faut qu'on investisse massivement sur les salariés pour se dire, faisons-les grandir en compétences pour que ces salariés accueillent le digital industriel comme quelque chose qui est source de meilleures conditions de travail, de meilleure satisfaction au travail, d'un travail plus intelligent, plus varié, plus conceptuel, et non pas la destruction définitive de l'emploi industriel, qui est quand même une crainte dans un pays où il y a encore plusieurs millions, pour ne pas dire presque 7 ou 8 millions de gens qui sont vraiment dans de l'emploi industriel. Ce serait ça vos recommandations aujourd'hui pour vos conseils autour de cette transformation digitale? D'abord, je ne donnerai aucun conseil parce que je suis plutôt dans l'expérience que dans le conseil. Non, peut-être pour ajouter une dernière phrase, que je ressens, c'est que les différents COMEX doivent beaucoup s'interroger aujourd'hui, non pas sur les budgets technologiques qu'ils mettent, non pas sur leur organisation digitale, mais plutôt vraiment sur quel rôle le COMEX se donne, lui, collectivement, quel exemple il donne dans la transformation digitale. Qu'est-ce qu'il modélise ? Puisque les COMEX sont toujours regardés, les COMEX à tous les niveaux sont regardés par les collaborateurs. Donc, au fond, quel signe on donne ? Est-ce que nous, le digital a transformé nos façons de faire ? Est-ce que nos tableaux de bord de COMEX correspondent aux meilleures pratiques que nous demandons à nos équipes ? Est-ce que le collaboratif by le COMEX, il est vraiment exemplaire ? Est-ce que nous avons transformé, nous, les relations sociales, telles que nous les voyons, est-ce qu'elles ont été impactées ? Est-ce que la DRH est moteur dans le digital ou est-ce que la DRH est plutôt une zone qui est à la traîne ? Après, les salariés, ils voient les choses réellement, hein, ils voient les écarts entre un discours de COMEX et le réel. Et donc je pense que
la seule envie que j'aurais encore, c'est d'essayer de faire en sorte que cet étage de pouvoir soit modélisant et soit un exemple pour les salariés et pas au contraire un objet souvent de moquerie, de distanciation en disant qu'ils commencent eux par changer et après nous-mêmes on changera. Alors justement, c'était dans les questions qui avaient été posées là, pour ceux qui se sont inscrits aujourd'hui, qui avaient posé en amont. Est-ce que des modèles de management à plat, comme chez Google ou Facebook, sont transposables, sont entendus? Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous êtes à la tête de la SNCF, vous avez regardé d'autres modèles chez ces Américains, voire les Chinois, pour se dire tiens, on peut peut-être revoir notre modèle de direction? Oui, bien sûr, mais enfin, ceux qui ne sont pas digital natives, s'il suffisait de se claquer dans les doigts pour dire je vais prendre un modèle managérial qui est celui de la dernière start-up de la Silicon Valley, on claquerait dans les doigts, mais alors toute la journée, on fait ça, sans arrêt. Nous, ce qui nous a posé le plus de conflits, c'est ce qu'ils appellent dans la Silicon Valley le core and explore. C'est-à-dire, en gros, chaque boîte a un core business, et ce core business, il faut déjà le réinventer. Et puis en même temps, chaque boîte a de l'explore, c'est-à-dire les nouveaux business qu'à partir de ces données, qu'elle veut faire. Et la difficulté qu'on ressent profondément, c'est comment les mêmes gens, la même boîte, au même moment, avec la même organisation, fait le core un explore. Parce que si on fait le explore à côté, ailleurs, on voit assez vite que l'explore ne va jamais aider le core à avancer. Et qu'on va avoir deux boîtes et qu'un jour, on séparera les deux boîtes en disant il y a une super boîte qui fait du explore, puis il y a une vieille boîte qui fait du core. Donc le core, un explore et la façon dont on arrive à les marier, c'est super difficile. Je prends un exemple. On a par exemple, et c'est Rachel Picard qui l'a fait il y a 2-3 ans, c'était une très bonne idée. Moi j'ai résisté tant que j'ai pu, puis après elle m'a convaincu. Elle a nommé patronne de la production du TGV un start-upper. Au moment où elle me l'a dit, je dis mais t'es totalement ravagé. Il y a 150 ingénieurs qui se battent pour ce poste. Pourquoi tu vas chercher Pierre Matuchet, qui est un mec qui a fait avant tout de la start-up? Et puis, le mariage a été intéressant parce que le mec a apporté à la production des choses vraiment nouvelles. Et donc, le fait d'être capable de mixer vraiment les cultures, de faire en sorte que ces deux mondes qui n'ont aucune raison de s'aimer finissent par se rencontrer et finissent par construire ensemble, je pense que c'est ça le vrai enjeu et le modèle qu'on peut donner. Alors justement, sur la culture, on va accueillir Michel Paulin, qui est directeur général d'OVH Cloud. Voilà, il ne faut pas que j'oublie ce cloud. Michel, merci, on peut vous applaudir. Asseyez-vous à la... On rappelle, je pense que OVH et OVH Cloud aujourd'hui, tout le monde voit qui c'est, mais peut-être un mot, Michel, juste rappeler OVH en 2 mots, et puis parler un peu d'international aussi, parce que c'est une boîte qui n'est pas uniquement à Roubaix et qui dessert des clients français, vous êtes présent à l'international. Alors, OVH Cloud, parce que d'abord, oui. Il y a 3 messages ou 4 messages que je voudrais passer sur OVH Cloud. Le premier, c'est qu'on est opérateur de cloud. Donc tout le monde nous perçoit comme un hébergeur. Mais nous sommes effectivement le numéro 1 en France et dans le top 3 européen de l'hébergement. Mais nous sommes aujourd'hui d'abord un opérateur de cloud et nous fournissons tous les services de cloud. 75% de notre chiffre d'affaires, c'est du cloud. Le deuxième, c'est que nous sommes un acteur international. Là encore, on a la vision, peut-être parce que nous sommes à Roubaix et que beaucoup de gens ont une vision très parisienne. Si nous ne sommes pas à Paris, nous ne sommes pas forcément grands. Eh bien oui, nous faisons plus de 60% de chiffre d'affaires à l'international. Nous avons des data centers sur les 4 continents, aux États-Unis, au Canada, en Asie, en Australie et bien entendu en Europe. Nous sommes dans le top 10 mondial, le seul européen, malheureusement. Et nous sommes un acteur industriel. Nous avons la chance d'avoir été un digital natif, c'est-à-dire que 99,8% de notre chiffre d'affaires est digital. Donc on est digital natif, mais la transformation digitale nous affecte aussi. Mais nous sommes surtout un acteur industriel, parce que nous construisons nous-mêmes nos data centers, avec des technologies qui sont d'ailleurs protégées, avec des technologies innovantes, parce qu'on a fait la folie de mettre de la silicone, qui est tous les chipsets avec de l'eau, donc on fait du water cooling. Nous construisons nos serveurs dans 2 usines, dont une dans le nord à Croix, où nous employons des gens industriellement. Et nous construisons, nous designons la totalité de nos composants. Pas les composants chipsets, mais en tout cas l'ensemble de nos serveurs.
Et le quatrième point, c'est d'abord, OVH, cloud, c'est une culture. C'est Octave qui l'a toujours incarné. Octave Klaba, oui, Octave Klaba, qui est le fondateur. L'entreprise vient de fêter ses 20 ans. Et j'en veux dire que c'est une culture en interne, mais c'est une culture qu'on essaie d'être la plus cohérente avec nos partenaires et avec nos clients. D'être sur des valeurs, alors on les affirme, des valeurs d'ouverture, on est pour les standards ouverts, l'OpenStack, le logiciel libre, pour des open systems qui sont partagés avec nos clients et nos partenaires, et dans lequel, quand on connaît l'histoire personnelle d'Octave, qui est parti de Pologne pour venir en France, on sait que la liberté de choix est une des valeurs essentielles pour lesquelles il se bat. Alors, comment vous analysez tous les deux le parcours de l'un et de l'autre? D'un côté, donc, Michel qui a un parcours dans les télécoms, avec des opérateurs plus traditionnels. Aujourd'hui, dans une boîte pure, digital native, dans laquelle il faut industrialiser peut-être davantage les choses. On imagine qu'il y a une innovation, mais en ordre dispersé. On en reparlera. Et puis, chez vous, Guillaume, vous venez de le dire à l'instant, une boîte industrielle, mais qu'il a fallu justement updater vers le digital. Comment on peut comparer un peu vos parcours, Michel? On ne peut pas les comparer parce que je n'ai pas la prétention d'être aujourd'hui une société, d'être une société aussi grande et aussi imposante. Avec non, je pense que comparaison n'est pas raison. Donc je ne sais pas s'il faut faire des comparaisons. Je pense qu'il y a des spécificités, il y a des histoires qui sont différentes. Et je pense surtout ce qu'il faut, c'est comprendre les enjeux et les mécanismes de chacune des entreprises en fonction de leur métier, de leur marché. Qu'est-ce qui a résonné, par exemple, dans ce que vient de nous dire Guillaume Pépi? Qu'est-ce qui résonnait pour vous aujourd'hui? Vous dites, ah ben tiens, ce serait bien que nous, on arrive à mettre ça en application, ce serait bien qu'on soit plus... Plutôt de l'avance, hein. Je ne sais pas si on a de l'avance. Je pense que ce qui a beaucoup résonné, c'est quand même que je reste persuadé que la difficulté de la transformation digitale, c'est d'abord un enjeu humain. C'est un enjeu de culture, c'est un enjeu de leadership, c'est un enjeu de management. Bien sûr, il y a des enjeux technologiques. Bien sûr qu'il y a des enjeux d'outils, le legacy, la transformation du legacy, même pour des entreprises digitales natives, c'est un enjeu. C'est-à-dire que nous, on est 100% digital, mais malgré tout, ce qu'on a développé il y a 20 ans, il faut le faire. C'est un legacy, même si c'est 100% digital. Mais je pense que vraiment, l'enjeu, c'est un enjeu humain. Et c'est ça qui, je pense, est non. Et le point commun identique sur toutes les entreprises. Après, avec des points de départ, des marchés et des dynamismes qui sont différents. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est notre principal enjeu. D'abord, le recrutement de talents. Nous, on est sur un marché où il y a une compétition internationale de recrutement de talents qui est impitoyable. Donc au Canada, où nous avons un grand centre de développement, un grand centre de support et un centre commercial, il y a 3% de chômage. Il y a juste dans le building à côté Ubisoft, il y a juste en face Google et Facebook. Donc si vous n'êtes pas capable d'avoir des projets intéressants, une vie au travail qui soit suffisamment satisfaisante, un système de compensation qui donne à la fois des perspectives et puis au quotidien aussi suffisamment de pouvoir d'achat, et puis un sens, vous ne pouvez jamais les recruter. Et si vous les avez recrutés, parce que c'est déjà dur, vous n'allez pas les retenir. Donc les enjeux humains, qu'ils soient des enjeux humains de management, des enjeux humains de recrutement, des enjeux humains de formation, de transformation, parce que quand vous êtes un ingénieur de développement Kubernetes, dans 6 mois, vous risquez, si vous n'êtes pas bien formé, d'être dépassé. Ça va tellement vite, ça bouge tellement vite. Donc il faut être capable en permanence d'avoir le bon niveau dans les directions générales, de gens qui vont s'interroger en permanence, est-ce que j'ai le bon niveau de management et la bonne culture pour être capable de continuer à embarquer tous ces salariés. Et ça résonne sur les clients et les partenaires. Parce que nous, on est dans un métier où il faut faire des partenariats. Et donc nos partenaires, c'est des grandes entreprises ou des startups. Si vous n'avez pas le même état d'esprit pour être ouvert par rapport à cette culture, et vous adoptez une cohérence de vos enjeux humains et de valeurs, ça ne marche pas. C'est l'une de vos craintes, Guillaume, justement, de se dire, tiens, en tant que dirigeant, j'arrive à faire avancer tout le monde à la vitesse qu'il faut. Alors certes, le métier historique de la SNCF restera encore longtemps celui-là, mais voilà, parce que l'accès aux clients, parce que l'accès aux technologies, parce que faire de la maintenance plus rapidement, est-ce que ça vous dites toujours, est-ce que je suis la bonne personne, est-ce que j'ai la bonne vision, est-ce que ça fait partie de vos craintes aujourd'hui? Se dire, je suis assez à jour dans ce que je vois, dans les rencontres que je fais pour... Enfin, moi, ce que je ressens, moi, c'est que le sujet, c'est moins la vision, parce que, au fond, si on cherche la vision de la transformation digitale des entreprises, on voit assez bien quelle peut être la cible. Je crois que c'est pas un sujet de vision, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire, est-ce que je suis capable d'avoir les bonnes personnes pour la mener et dans la durée, et est-ce que l'entreprise, profondément, a changé sa culture pour
laisser ce terreau se développer et ne pas, entre guillemets, régimenter, rediscipliner, empêcher de fonctionner, tuer des initiatives qui sont absolument nécessaires à la transformation digitale. C'est que l'organisation, l'uniformité, la culture d'entreprise, dans ce cas-là parfois de rigide, le code, etc., finissent par décourager, retarder, empêcher un projet, et c'est là où on perd de la valeur. Donc c'est très compliqué pour les très grosses entreprises parce que les qualités qu'il faut dans la transformation culturelle ne sont pas des qualités naturelles. Il faut forcer le trait, il faut s'obliger à avoir des ruptures, à s'empêcher de faire des choses. Oui, moi je relativiserais ça parce que je pense qu'il faut trouver le bon équilibre entre une innovation qui pourrait être déraisonnée et une exécution qui est ordonnée. Et en permanence, je pense qu'un des enjeux, c'est de trouver cet équilibre-là. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise totalement sans frifuge, vous n'arrivez plus à grossir, parce que vous êtes toujours subscale sur tous les projets. Et en revanche, si vous êtes une entreprise qui est centripète, eh ben vous ne pouvez plus grossir. Et donc, il faut trouver le bon équilibre de respiration pour que, oui, vous poussiez à l'innovation, mais de temps en temps, il faut dire, on arrête. Google, il arrête ses bêtas quand ça ne marche pas. Et donc, ça veut dire que même des grosses boîtes, parce que Google, c'est une très grosse boîte, elle est capable d'arrêter des bêtas. Et donc, je pense que c'est cette respiration entre une vision centrifuge et une vision centripète qui est vraiment, pour moi, un des moteurs dans lequel les directions générales et tous les managers doivent s'interroger. Est-ce que c'est j'arrête le bon moment des projets parce qu'ils n'ont aucune chance? Mais en même temps, est-ce que j'ai suffisamment la bonne attitude pour faire en sorte qu'il y ait suffisamment de projets? Donc c'est trouver cet équilibre et savoir dire non, et en même temps savoir dire aussi, vas-y, pousse, je pousse. C'est marrant ce que dit Michel, parce que l'une des fonctions de la direction du digital chez nous, c'est la machine à tuer les projets. Alors c'est une drôle de machine, hein, mais c'est une entité qui, par semaine, tue 3, 5, 7 projets, prend la décision, après expertise, de dire celui-là, non, celui-là c'est terminé, on passe à autre chose. Oui, je pense que il y avait un de Jean-Marie Dacarpentry, qui était un de mes mentors, me dit qu'un manager, une de ses qualités, c'est savoir dire non. Je ne sais pas si c'est vrai, donc. Alors, une question un peu plus personnelle à chacun d'entre vous. Guillaume, je l'ai dit tout à l'heure, dans quelques jours, vous entamez une nouvelle carrière. On ne sait pas encore où, mais justement, c'est... Moi non plus. Vous non plus, bon. Michel aussi, ça a été un changement il y a 12, il y a un an maintenant, l'arrivée chez OVH, donc dans cette nouvelle structure, on en reparlera dans un instant. Aujourd'hui, voilà, vous sentez, qu'est-ce que ça représente pour vous ces virages-là, ce virage pour Michel, ce nouveau virage aussi pour vous C'est un virage? Non, c'est pas un virage, c'est une rencontre. C'est une rencontre avec Octave Klaba. C'est une entreprise qui est une entreprise familiale qu'Octave a créée il y a 20 ans, dans laquelle il est encore l'actionnaire ultra majoritaire et dans lequel il incarne les valeurs. Et j'ai envie de dire que sans la rencontre avec Octave, je n'aurais pas pris ce virage. C'est important. J'ai eu la chance de travailler avec des hommes extraordinaires. Avec 9CGTL, il y avait Robert Louis Dreyfus et Jacques Vérin. Et là, j'ai eu la même rencontre avec Octave. Et je pense que c'est ça la clé. Parce que je partageais le sens que je pense nous devons avoir pour développer une entreprise et la faire croître rapidement. Le reste, c'est anodin. C'est du deuxième ordre. Guillaume? Moi, j'aime bien la réponse que vous faites. Non, moi, c'est la fin d'un cycle. La SNCF change assez radicalement le 1er janvier prochain. Ça devient une société anonyme, en concurrence. Les salariés ne sont plus recrutés au statut. L'entreprise est désendettée. L'entreprise aura une compétitivité qui va faire un bond compte tenu de ce nouvel environnement. Je pense que c'est formidable d'avoir un œil neuf. C'est formidable qu'un dirigeant qui est là depuis une douzaine d'années décide, entre guillemets, de ne pas conduire cette nouvelle étape. Et pour ce qui me concerne, on peut avoir deux vies et il y a une vie après la SNCF et Bénédicte qui est en face de moi peut en témoigner. Voilà, même si on adore sa boîte, même si c'est une aventure humaine exceptionnelle, voilà, il y a une vie après.
Oui, et Bénédicte qui interviendra en conclusion de cette conférence. Michel, est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez poser à Guillaume avant qu'il nous quitte, parce qu'on s'était promis de... J'en ai une. Allez, Oui. allez-y. C'est quoi la difficulté de la transformation digitale d'OVH? Parce que vous avez dit il y a de la transformation digitale à OVH. D'abord, nous avons du legacy. Même si ce legacy... Jeune legacy, alors. Les jeunes legacy, mais il faut savoir que dans notre technologie, le jeune est vraiment court. C'est-à-dire que ça va. Donc, si vous prenez les standards d'il y a 10 ans, c'est plus les standards d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous, on a en permanence un vrai sujet de remise en cause en permanence de notre système d'information, de bout en bout. Comme je disais, on est 100%... quand vous prenez sur notre site un serveur dédié dans un data center ici en France, je ne sais pas, au Canada, dans 95% des temps, il n'y a pas d'intervention humaine. Zéro. C'est 100% digital. Et donc, pour être capable de garder ce type de qualité de service, il est indispensable d'être en permanence à renouveler l'ensemble de la chaîne. Et puis après, on a un deuxième sujet, c'est que nous sommes un processus industriel dans lequel les outils souvent sont beaucoup moins adaptés que le pur web, front-end, beaucoup plus agile. Et donc, pour faire évoluer notre outil industriel à croix, pour le robotiser, ce qui est en cours, on est obligé de le faire évoluer. Et c'est ça, cette évolution qu'il faut faire. Donc, j'ai envie de dire que c'est une remise en cause permanente. Comment on peut améliorer la productivité, comment on peut réduire les délais, comment on est capable d'apporter plus de souplesse à nos clients, comment on est capable de changer les outils. C'est quelque chose qui doit être en permanence à la réflexion du COMEX. Question, Michel? Moi, j'ai une question. J'imagine que vous allez avoir des milliers de propositions. Une suffit. Hein. C'est quoi le critère s'il n'y en a qu'un? Un univers nouveau et une aventure humaine complètement différente. Donc là, je suis en train de poser ma candidature pour ouvrir et fermer les bureaux le matin chez OVH. Ah, d'accord. On recrute, hein. Oui. Même des gens qui ne savent rien faire. Oh, surtout. Surtout. Non, mais attendez, je donne cette anecdote. Il n'a pas dit surtout. Il n'a pas dit du tout. Je donne cette anecdote qui était, pour ceux qui étaient au COMEX. Le père c'est une anecdote qui n'a rien à voir avec le monde digital. Le père d'Octave est venu sur scène présenter. Donc c'est un monsieur tout à fait respectable qui a 70 ans, a décidé de créer sa entreprise à 70 ans. Et il a investi tout son argent dans la création d'une usine qui fait des pliages métaux et du laser et du découpage au laser, des découpages aussi à l'eau, très très spécifiques avec des robots extrêmement pointus. Et son choix, c'est de ne rempocher que des gens qui avaient 0 diplôme, tous sans emploi, pour les former à des nouvelles technologies qui étaient les technologies qui sont au summum des robots allemands et des robots japonais. Moi, je trouve que c'est une belle aventure humaine. Merci. Merci Guillaume. On vous laisse filer. Michel reste avec nous. Encore merci beaucoup que l'on peut applaudir Guillaume Pépi de nous avoir d'être resté avec nous. Et puis voilà, je le disais tout à l'heure, peut-être maladroitement, mais en tout cas après quelques dernières journées assez chargées. Michel, un mot aussi. On parlait de culture tout à l'heure. Ce qui a changé beaucoup de choses ont changé chez OVH Cloud. En 24 mois, tout le COMEX a été transformé. Donc avec le point, c'est le dernier, c'est votre arrivée il y a 1 an. Comment on fait? Alors on a eu quelques pistes là, quelques mots. Comment on fait aujourd'hui quand on a une entreprise qui a 20 ans, qui doit être en renouvellement permanent de ses technologies, qui doit être toujours pensée à l'étape d'après, et quand on arrive comme vous avec une expérience différente, hein, vous étiez habitué à des entreprises avec des process bien déterminés, des enclenchements. Voilà, comment on fait pour que ces deux cultures fonctionnent? Il y a eu cette rencontre, certes, avec Octave Klaba, mais voilà, d'un côté, une entreprise qu'on imagine un peu l'innovation dispersée, et puis vous arrivez avec votre expérience, et comment on fait pour que tout ça fonctionne? D'abord, il faut rester humble, hein, c'est-à-dire que dire aujourd'hui que tout fonctionne, ce serait vraiment très prétentieux. Et OVH a eu la chance quasiment de doubler sa taille dans les 24 derniers mois.
On a recruté beaucoup de monde et Octave avait d'ailleurs fait un blog que je vous invite à regarder sur OVH Cloud blog sur toutes les erreurs qui ont été faites dans cette période-là. Toutes les erreurs de recrutement, toutes les erreurs de comment savoir prendre des managers avec leur expérience et de faire en sorte qu'ils participent à un projet commun. Et donc je pense qu'il n'y a pas deux clés. Il n'y a pas une clé, la silver bullet, la solution qui résout l'équation unique et qui répond. Je pense qu'il faut d'abord beaucoup de pragmatisme, beaucoup d'écoute, beaucoup d'attention à ce qui se passe, aux signaux faibles, parce que c'est très facile de perdre une culture, de croire qu'on en impose une et en fin de compte on n'impose rien du tout. Et donc, comment on fait évoluer une culture? Parce qu'on sent bien qu'une culture où vous avez 100 personnes, c'est pas la même chose que d'avoir 2000 personnes, dont plus de la moitié sont à l'étranger. Et comment donner cette culture de manière internationale à des équipes qui sont à Singapour, en Australie, qui n'ont pas du tout le même modèle de fonctionnement, qui nous connaissent pas forcément très très bien, et dans lequel une partie des centres de décision sont à Roubaix. Donc je pense que là, il faut être extrêmement humble, hein, il faut être extrêmement attentif, et en permanence écouter, et après adapter, pragmatique. C'est-à-dire qu'il faut se dire, ah, ça c'est des conneries, pardon, c'est des bêtises, et donc il faut faire autre chose. Et il faut surtout pas arriver avec un modèle. Je veux dire, moi, je lis les bouquins de management pour les oublier. Un mot, je rappellerai juste, c'est vrai qu'on parle beaucoup de cybersécurité, d'incidents et tout ça dans toutes ces technologies. Et c'est vrai qu'Octave Klaba fait partie des gens qui communiquent de façon très transparente sur dès qu'il y a le moins d'incidents. Je me souviens l'année dernière, il y avait un gros souci sur des nœuds de réseau, Strasbourg dans l'Est et tout ça. Tout de suite, il communique. Ça, c'est quelque chose qui change aussi comparé à d'autres. Non, mais il faut être cohérent. La transparence, la confiance, voilà. Une de nos valeurs, et je parlais des valeurs, c'est important, c'est la transparence. Donc on ne peut pas dire qu'on est transparent et quand on a un problème, ne pas le dire. Nos clients l'auraient reproché, en interne ont été reprochés. Donc on essaye je donne un exemple, de temps en temps, notre COMEX est public. Enfin, pas public avec l'extérieur, mais il est public aux salariés. Donc au début, tout le monde pensait que c'était une pièce de théâtre, mais non. Dernière question, Michel, vous avez reçu votre modestie, n'empêche de le dire évidemment, mais vous avez eu un trophée il y a quelques jours, c'est KPMG qui rend chaque année voilà, les 100 meilleurs jours d'un dirigeant à la tête d'une entreprise. À votre avis, signe, tout ça, hein. Vous croyez sur les 100 suivants Et qu'est-ce qu'ils ont voulu distinguer? Qu'est-ce qui a fait, à votre avis, votre force au cours de ces 100 premiers jours à l'arrivée à la tête, à la direction générale d'OVH, où je le rappelle, hein, tout était en train de changer. Hein, il y a plusieurs fonctions clés, ou alors il y a toujours Octave Klaba qui était... Justement, je pense que ce que j'ai eu comme feedback qui a été le critère, ou un des critères, c'était comment arriver à continuer à garder une culture d'entreprise alors que vous avez un nouveau dirigeant. Et comment être capable aussi de la faire échanger, parce qu'il faut qu'on devienne... J'ai dit, hein, par exemple, que la première décision que j'ai prise, la première décision formelle que j'ai prise, c'est maintenant, la langue officielle, c'est l'anglais. Donc, quand vous vous positionnez comme un acteur européen, qui a des racines fortes en France, qui se projette un peu contre, même si on sait avec, des grands acteurs américains ou chinois, et que la première décision, c'est de dire que c'est l'anglais, parfois, ça a été perçu même en interne en disant, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire que toute notre communication doit être en anglais. Pourquoi? Parce qu'on a la moitié de nos employés qui sont en anglais, et qui parlent anglais ou qui ne parlent pas français. Donc, si de toute façon, vous vouliez avoir une culture de transparence, et si vous vouliez être, totalement en phase avec votre culture, la seule décision qu'il faut prendre tout de suite, c'est de dire que la langue commune, c'est la langue malheureusement, et je préfère que ce soit le français. Mais à Singapour, le français, il n'existe pas comme une langue dominante, et ça ne va pas être le critère de recrutement qu'on va mettre. Donc je pense que c'est ça qui a été mis en avant, c'est cette capacité que nous essayons d'avoir, de garder les éléments forts de cette culture qui sont vraiment la clé du succès d'OVH. C'est ça qui est la clé du OVH, indépendamment de la techno, etc. Mais c'est la culture qui a réussi à mettre Octave, mais aussi de la transformer pour en faire une culture qui sera capable de s'adapter au monde dans lequel nous sommes, parce que l'Australie, c'est pas la même chose que Roubaix. Et je profite, toute dernière question, je profite de vous avoir avec nous. On parle aujourd'hui, parce que c'est un thème fort, là on parle de toutes les vertus du digital, mais le problème aussi avec le digital, c'est un gros consommateur d'énergie, gros consommateur d'électricité. Comment vous pensez qu'on va réussir à résoudre aussi ces enjeux grâce au digital, ou voilà, comment vous travaillez dessus aujourd'hui? Alors moi je dis simplement que l'enjeu écologique, c'est ça. C'est pas le data center, c'est ça.
Alors, je ne sais pas si le chiffre est vrai, hein, mais on dit qu'une photo postée sur un des grands réseaux sociaux, c'est 12 km de voiture. Donc moi, quand je vois mes enfants qui manifestent pour pour la planète, ils ont raison, mais avec leur smartphone, je m'interroge toujours en disant, mais il faudrait que tu sois un peu plus frugal sur ton smartphone. Donc les données aujourd'hui, ils sont en train de grossir de manière exponentielle. Et essayer de les arrêter, il faudra qu'il y ait une prise de conscience de frugalité par rapport à certaines choses, puisque une grande partie des données, elles sont quand même créées par nous-mêmes. Et la deuxième, c'est pas Monsieur Pépi que je vais le dire, c'est qu'aujourd'hui, la voiture particulière, c'est moins efficace que le train. Donc paradoxalement, les data centers qui sont un peu montrés du doigt sont beaucoup plus efficaces qu'un modèle totalement décentralisé de gestion des stockages ou de computing. C'est-à-dire que le data center, c'est le moyen à données équivalentes, de traitement de données équivalentes, le moyen le plus efficace. Parce que vous allez mutualiser, comme le train, c'est plus efficace que la voiture particulière. Mais après, moi, j'ai la prétention de dire qu'OVH est allé un cran plus loin, peut-être sans le savoir il y a 15 ans, quand il a fait le choix du water cooling. On a un indicateur qu'on utilise qui s'appelle le PUE, qui est un peu le ratio qui est toute l'énergie que vous consommez par rapport à l'énergie utile. Nous, on a un ratio de 1,09, alors que la majorité des autres qui utilisent le air cooling sont plutôt à 1,20, voire 1,50. Donc, c'est-à-dire que nous, parce qu'on a l'élément de refroidissement le plus efficace, parce que l'eau est beaucoup plus efficace que l'air, eh bien, on utilise beaucoup moins d'énergie pour la même quantité de data. Mais n'oublions pas, c'est quand même la quantité de data utilisée et qui va être quand même le facteur déterminant pour savoir si on est capable d'être un peu plus frugal. Bien, merci d'avoir été avec nous, Michel Paulin. Merci. Directeur général d'OVH Cloud. Merci encore à Guillaume Pépi d'avoir partagé avec nous son bilan digital et puis voilà les futurs enjeux.